Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer le match d'hier. Dans une partie pas franchement emballante et jonchée d'erreurs flagrantes, les Pays-Bas font finalement tomber l'Angleterre en prolongation 3-1 et disputeront au Portugal la première finale de l'histoire de la Ligue des Nations. Que faut-il en penser ? Alors déjà la première chose à dire, c'est à quel point la comparaison avec le Portugal-Suisse du soir d'avant est peu flatteuse. Alors hier soir on a vu de l'intensité, ok, et de l'envie sans aucun doute. Je pense pas que la motivation puisse être remise en cause, et tu sens que cette Ligue des Nations est prise au sérieux, pas de problème là-dessus, mais qu'est-ce que c'était poussif, et quel déchet exceptionnel. Du côté de l'Angleterre, on a eu finalement ce 11, par rapport à mon pronostic de milieu de semaine, seul Delph prenait la place de Dyer, et franchement personne n'a été au niveau. Alors un choix qu'on pourrait juger surprenant de la part de Southgate, c'est que Sancho et Sterling étaient positionnés en faux pied. Donc Sancho droitier à gauche et Sterling gaucher à droite pour pouvoir repiquer dans l'axe sur leur pied fort bien sûr, mais c'est notable parce que ce soit pour Sancho à Dortmund ou pour Sterling à City, c'est généralement l'inverse. 80% du temps environ, Sancho joue ailier de débordement à droite et Sterling pareil à gauche. C'est notable parce qu'il faut être assez sûr de son choix pour aller à la fois contre le jugement de Favre et le jugement de Guardiola. Bon, évidemment on peut estimer que c'est justifié parce que l'animation autour est pas la même, parce que ton projet collectif est différent avec, par exemple, du côté de la sélection nationale d'Angleterre, un milieu qui se projette très peu. Bien sûr tout ça est valable, mais de mon point de vue, à mes yeux, c'est quand même tes deux joueurs majeurs que tu mets, pas dans leurs meilleures conditions, c'est un parti pris indéniable. Et en tout cas, ça n'a pas été très payant puisqu'il les a fait permuter à la 35e minute. Pour revenir à l'entrejeu anglais ensuite, c'est peut-être là que le bas blesse. Parce que Declan Rice, Barkley, Delph, c'est pas dénué de qualité, c'est plutôt énergique par exemple, mais tactiquement et techniquement, ça a été submergé par De Roon, De Jong ou Wijnaldum. De ce que j'ai vu, c'était du quasi-marquage individuel au milieu, et c'est ce qui a conditionné en bonne partie les relances catastrophiques de la défense, on va y revenir. Pour conclure sur cet enseignement donc, et voilà c'est un peu le but de ce genre d'analyse, très déçu par l'Angleterre, qui m'avait pas fait bonne impression à la Coupe du Monde, qui m'avait pas fait bonne impression en ouverture de la Ligue des Nations contre l'Espagne, qui s'était superbement bien repris ensuite, avec notamment une campagne de qualification pour l'Euro 2020, bien lancée. J'ai vu aucun de ces matchs, je m'attendais à voir une équipe un peu transformée, il reste beaucoup de travail. Deuxième enseignement ensuite, que j'ai appelé miroir trompeur, parce que du côté de l'Angleterre et des Pays-Bas, on a semblé voir d'abord les mêmes erreurs. Que ce soit la faute grossière de De Ligt, qui perd le ballon dans sa propre surface et offre un penalty transformé par Rashford, que ce soit l'énorme boulette de Stones en prolongation, qui permet aux Pays-Bas de repasser devant, ou cette mésentente totale entre Stones, à nouveau, Barkley et Pickford pour le 3-1, les relances ratées, de part et d'autre, ont été le thème de la soirée. À tel point que ce match, qui ne restera pas dans l'histoire pour sa qualité intrinsèque, il y a eu du scénario, il y a eu des rebondissements, mais un peu comme pour un mauvais film en fait. Mais à tel point que ce match donc sera peut-être régulièrement cité dans le grand débat, faut-il construire depuis l'arrière ou pratiquer un football plus rudimentaire, plus direct. Bon en soi je dis ça, mais c'est peut-être un débat qui est plus intense outre-Manche, où certains sont encore très attachés à l'idée du football traditionnel into the mixer. À nouveau je vous recommande le premier chapitre de The Mixer pour une analyse assez détaillée des origines du kick and rush. Mais c'est quelque chose que Southgate tente de mettre en place dans cette nouvelle Angleterre, et hier ça a coûté cher. Alors comme je l'ai dit sur Twitter dans la foulée de la rencontre, j'attendais pas grand chose de Maguire, et j'ai pas été surpris. Voilà. Franchement, je trouve qu'il est très largement surévalué, et bon, pas tous ne sont d'accord, je peux l'entendre, c'est vrai qu'il a des qualités évidentes, notamment sur le plan physique, mais au-delà de ça, c'est par exemple une catastrophe absolue balle au pied. Et je vois pas comment on peut prétendre l'inverse. Hier, il était en difficulté sur chaque transmission et a perdu un nombre de ballons déconcertant, que ce soit via des passes, parfois à la limite du ridicule, ou par une conduite mal assurée. Voilà, Maguire, c'est 1m94 et 100 kg, c'est peut-être bien pour un stopper, et encore pour ses qualités d'anticipation tant vantées, il s'est fait dévorer par Bergwijn. Pour une équipe qui veut pratiquer un football construit, c'est aussi extrêmement insuffisant. Et quant à Joe Gomez qui arrive derrière, je pense que ses jours en tant que titulaire sont limités. Le truc c'est que t'as aussi Stones, qui est censé être performant dans l'exercice de la relance, c'est même censé être sa qualité première, il a été désastreux lui aussi. Alors voilà, pour nuancer le tableau, il faut quand même dire que la bataille a sans doute été gagnée un cran plus haut par les Pays-Bas. Dans un milieu qu'ils ont si bien pressé, qu'il y avait finalement assez peu d'options intéressantes. Et quand t'es défenseur central, oui, tes erreurs sont très visibles, mais si t'as aucune ligne de passe ouverte,
et que ton sélectionneur te demande de jamais balancer devant, c'est pas évident non plus. Cela dit, je pense aussi qu'au moment de synthétiser l'essence de ce résultat, c'est presque suffisant de se dire que tu as d'un côté De Ligt Van Dijk, qui est sûrement la meilleure charnière du monde à l'heure actuelle, et de l'autre Stones Maguire. Deux joueurs que personnellement je trouve, comme je vous le dis, un peu surévalués, et qui me semblent fondamentalement limités. Et puis donc, pour revenir au titre, miroir trompeur. Parce que malgré l'erreur de Ligt, qui fait un peu une Maguire, les Pays-Bas ont quand même eu une facilité dans l'exercice de la relance, qui était évidente. Quand tu vois par exemple la sérénité de De Jong, qui est capable de reculer jusqu'à 3-4 mètres de sa ligne de but, dos au jeu, pour finalement se retourner, envoyer une passe longue oblique de 30 mètres qui arrive dans les pieds. Voilà, les Pays-Bas hier, c'était sûrement le meilleur exemple de ça arrive de faire une erreur de temps en temps quand tu cherches toujours à construire, mais ça reste une philosophie viable si tu as le personnel pour l'implémenter. Au final, et comme le montrent ces stats obtenus via l'application mobile OneFootball, difficile d'estimer que la victoire des Hollandais est un hold-up. 29 tirs à 13, 14 cadrés à 3, l'écart aurait pu être plus sévère, et plus rapidement acquis surtout, si Memphis avait moins gâché, et puis comme un symbole de leur tentative de mutation. Et une donnée qui fera mal aux puristes du kick and rush, l'Angleterre hier c'est seulement 40% de duels aériens remportés. Rappelons que la charnière, si mal à l'aise balle au pied, a aussi encaissé un but sur corner au premier poteau. Quand rien ne va, rien ne va. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Déjà qu'on va avoir le plaisir de retrouver toutes ces équipes avec dimanche à 15h, il me semble, un match pour la 3ème place, Suisse-Angleterre, dont l'enjeu sera très moindre, mais qui nous permettra au moins de revoir ce qui d'un point de vue collectif et justesse technique était sans doute ce qui se faisait de mieux dans la compétition. C'est presque dommage que Ronaldo soit passé par là, parce qu'honnêtement la Suisse était très séduisante, et il est possible qu'on ait eu une forme de finale avant l'heure. On peut aussi estimer que l'arbitrage vidéo nous a privé du plus beau but de la rencontre. C'était une très belle combinaison de la part de l'Angleterre, qui réussissait enfin quelque chose d'impressionnant, et c'était un but validé à la base, et puis finalement retiré, pour un jeu que j'imagine existant, puisque les lignes magiques rouge et bleu le disent, mais je sais pas, j'ai même pas l'impression que ce soit la même partie de l'épaule qui soit délimitée chez Lingard et Dumfries. Ça se joue tellement à rien que je trouve que l'esprit du jeu, et en l'occurrence de la règle du hors-jeu, se perd un peu dans ce genre de décision. Bon, tant pis. Enfin, on aura donc en finale un remake de la fameuse bataille de Nuremberg, le 8ème de finale de Coupe du Monde 2006, Portugal-Pays-Bas, qui avait été une boucherie absolue avec 4 cartons rouges et 16 jaunes. Le Portugal l'avait finalement porté grâce à un but de Maniche, c'était l'époque. Dimanche, j'imagine bien sûr que ce sera moins violent, mais il y aura de la tension, c'est clair. Qui est-ce que vous voyez l'emporter ? On passe au top, et dans un match où rien ni personne n'a été parfait, j'ai trouvé que De Jong s'en est le plus approché. Serein, comme à son habitude, il a dicté le tempo d'un entrejeu largement supérieur à celui de l'Angleterre. Il est perfectible, sans aucun doute, et on a hâte de voir ses progrès au Barça, mais lui prendre le ballon n'est pas tâche aisée. Et dans un jour sans plus, il est toujours bon, une vraie régularité dans la performance qui est prometteuse. En seconde position, ensuite, j'ai voulu distinguer la performance de Steven Bergwijn. L'ailier du PSV a été dans la plupart des bons coups, et avec 5 dribbles réussis sur 6 tentés, a tyrannisé la défense anglaise. Il aurait dû avoir une passe décisive à son actif si Memphis avait été plus chirurgical. Il aurait sans doute aussi pu bénéficier d'un penalty, que l'arbitrage vidéo n'a pas semblé relever. Enfin, on aurait pu mentionner Jordan Pickford pour ses arrêts nombreux et assez impressionnants. Il est un bon shot-stopper, mais il se relève aussi très lentement. Manque d'explosivité pour jaillir dans les pieds de promesse, n'est pas exemple de tout reproche sur le 3ème but aussi. Une copie mitigée donc. On aurait pu parler de l'activité de Dumfries. 7 tacles, 5 dribbles et 120 minutes à haute intensité, mais Van Dijk a été irréprochable. Et conspué par des supporters anglais venus en nombre et à l'évidence pas fans de Liverpool, sa copie est immaculée. Niveau flop ensuite, John Stones évidemment, qui n'est pas exemple de qualité, mais à 25 ans déjà, sa progression est pour l'instant décevante. Au-delà de ses erreurs en possession, il perd un duel aérien crucial contre De Ligt sur corner, comme un symbole. Maguire ensuite. L'acharnement est inutile, mais je pense sincèrement qu'il est surévalué, et je comprends mal comment Manchester United pourrait mettre 60 millions de livres sur un central de 26 ans, maladroit balle au pied, prise de décision perfectible, je vois au moins 20 joueurs à son poste qui sont meilleurs que lui. Enfin, Memphis a beaucoup gâché, mais il a aussi beaucoup créé, et s'en sort avec 2 passes décisives, alors un mot pour Walker. Dépassé comme ses coéquipiers, dont la lenteur coûte le second but au sien, Trent Alexander-Arnold arrive derrière lui, et il joue peut-être ses dernières minutes en tant que titulaire, chez les Trois Lions. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu.
Alors normalement, je voulais vous préparer pour aujourd'hui une vidéo présentation de la Coupe du Monde féminine qui commence ce soir, qui est un événement fantastique et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Et pour ce week-end aussi, un tableau complet un peu poussé de l'OM, entre l'arrivée de Villas-Boas, la composition d'un nouveau groupe où il faut à la fois élaguer et construire un tout nouveau projet. C'est passionnant et là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, j'arriverai pas à tenir ces deadlines, ce qui est peut-être frustrant pour vous, mais croyez-moi, encore plus frustrant pour moi. Cela dit, je pense que vous serez d'accord, mais je pense pas que ce soit très pertinent de sortir une vidéo juste pour la sortir, donc je me laisse un peu plus de temps. En attendant, et si ça vous intéresse, j'ai écrit un très court article pour 90 minutes cette semaine qui s'intitule Les 5 chantiers de l'OL pour 2019-2020. Je vous mets le lien en description. De notre côté maintenant, on se retrouve bien sûr très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, passez un très bon week-end, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.